Salut et bienvenue dans l'épisode numéro 13 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier, je suis ravi d'enregistrer aujourd'hui un épisode un peu spécial, car nous quittons le rectangle vert et les pelouses de Ligue 1 pour la haute mer et les 40e rugissants. Vous l'aurez sans doute déjà compris, nous allons nous attarder aujourd'hui sur le Vendée Globe 2020, lancé le 8 novembre dernier, mais aussi sur l'histoire de cette régate en solitaire autour du monde, vieille de 31 ans. Attendez, on me dit dans l'oreillette que nous n'avons pas trouvé de Vendéen pour participer à l'émission, mais nous avons encore mieux parce que la Bretagne est avec nous. Bonjour Romain, tu vas bien ? Olivier. Ouais, ça va, merci. Je suis super content que tu sois là avec moi. Je pense que les Vendéens apprécieront et le prendront pas mal, hein, ce petit clin d'œil. Vas-y, dis-moi. De toute façon, je pense qu'il vaut mieux un breton pour parler de ça. Il y a plus de bretons que de Vendéens sur le Vendée Globe. Ouais, ils apprécieront sans doute. Hein. Romain, avant toute chose, pour situer le Vendée Globe, il y a une course qui se pose en fait un petit peu sur ses racines, à son origine. C'est le Sunday Times Golden Globe Race. Excusez mon anglais. On verra tout à l'heure si tu as une meilleure prononciation. Non, ce que je veux dire, c'est que donc, c'est une régate déjà que les Anglais avaient imaginée donc, en 1968. Donc elle a été gagnée par le seul des 9 partants. Il y avait 9 candidats, 9 volontaires qui s'étaient élancés sur les mers du globe et le seul à être revenu en respectant les conditions de la course. Donc l'avait fait, je crois, en 313 jours. Donc l'idée du Vendée Globe, ça intervient 21 ans plus tard. Ça part des Sables d'Olonne et donc ces premiers aventuriers vont prendre la mer en 1989. Donc je sais pas, toi tu es né je crois en 1989. Ouais, c'est ça, ouais. Donc on va dire que cette première édition, on n'a pas beaucoup de retours là-dessus, mais très clairement, quand on regarde vite fait l'histoire du Vendée Globe, ce qu'on voit, c'est que c'est une course qui a priori ne fait pas de cadeaux. Il y a eu beaucoup d'abandons, tu vas me dire ce que tu en penses, mais très vite, la mer fait mal. Ouais, c'est sûr, beaucoup d'abandons, beaucoup de casses matérielles, des bateaux, ça chavire, les vagues dans les mers du Sud sont énormes, les vents peuvent dépasser les 50 nœuds, donc forcément il y a de la casse matérielle et humaine parfois. Tu vas me dire justement, moi je n'imaginais pas spécialement, parce qu'on va pas dire que voilà, le Vendée Globe c'est quelque chose qui bien sûr m'a concerné, m'a touché, parce que médiatiquement ça a une résonance aujourd'hui qui est importante, mais dans les années précédentes je n'étais pas particulièrement concerné par la question. Quand on se renseigne rapidement sur les éléments voilà, qui concernent les étapes de la course, il faut déjà contourner l'anticyclone des Açores, traverser le poteau noir, tu vas m'expliquer ce que c'est que le poteau noir, tu vas nous confirmer ça, contourner ensuite l'anticyclone de Sainte-Hélène, passer les 40e rugissants, donc les 40e rugissants, d'après ce que j'ai compris, mais tu vas me le confirmer, mer déchaînée, dépourvue d'obstacles naturels, donc c'est vraiment des éléments qui se déchaînent contre toi et contre ton bateau à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Donc ça a l'air quand même assez compliqué, surtout que le gros de la course se fait dans cette partie-là, entre les 40e rugissants et ce qu'ils appellent les 50e hurlants, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est là où on fait le tour du monde au final, le tour de la planète. C'est ça, le chemin le plus court, mais c'est là où on le fait. Et bien justement, passant par ce chemin-là, passage de 3 caps donc, historiques, le cap de Bonne-Espérance à la base de l'Afrique du Sud, le cap Levine en Australie, et ensuite le cap Horn au Chili pour finir et entamer la remontée dans le sens inverse. Donc on prend les mêmes emmerdements qu'à l'aller, donc l'anticyclone de Sainte-Hélène, le poteau noir, pour revenir sur les Açores. Et arriver entier et le premier peut-être au Sables d'Olonne. C'est ça. C'est un sacré programme. Ouais, c'est gros programme. Ouais. 3 mois généralement pour faire ça actuellement. Donc, Alors justement, 3 mois, on en parle parce qu'au niveau de la distance, moi d'après ce que j'ai vu, c'est qu'on pouvait aller... Le tracé, c'est 44 000 km à peu près. Si on fait une ligne droite, ouais. C'est ça, parce que dans la réalité, c'est beaucoup plus. Ouais, beaucoup plus, ouais. Moi j'ai vu, on me parlait d'un chiffre de 52 000 km. Ouais, c'est ça. Ceux qui font un peu de voile, ils savent qu'on ne peut pas aller face au vent. On est obligé de faire des bords, ce qu'on appelle au près pour se rapprocher du vent. Et pareil, la vitesse du bateau, elle est moins grosse quand on est vent arrière, donc le vent derrière. Donc là aussi, on est obligé de faire des bords. Donc forcément, on ne va pas aller en ligne droite pour terminer la boucle. Et en plus de ça, il faut calculer en fonction de la météo, en fonction des courants. Ça va être plus rapide de passer par un endroit plus long en distance, mais de contourner un obstacle comme par exemple... l'anticyclone
ou le poteau noir, par exemple. Justement, le poteau noir, alors ça m'intéresserait beaucoup, parce que moi je ne suis pas breton. Les rares fois où j'ai pris la mer, on va dire que ça a été sur une mer sans marée. Voilà, donc on va aller tout de suite à l'essentiel. C'est quoi le poteau noir, Romain? Donc poteau noir, donc c'est une zone de convergence en fait des vents. Donc hémisphère nord, le vent il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Hémisphère sud, donc dans le sens inverse. Et là on est pile à la zone de convergence entre l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Donc c'est une zone qui en fait en fonction des vents, elle monte un petit peu, elle descend, elle est plus ou moins large. Donc c'est une zone qui est très difficile à passer généralement pour les concurrents parce qu'il n'y a pas de vent. Et donc tu peux passer de pas de vent du tout à un grain de 50 nœuds qui va durer une demi-heure, quoi. D'accord. Donc déjà c'est très long à passer. Enfin cette année le poteau noir a été clément, mais généralement c'est très long à passer. Des fois on peut rester englué pendant 4-5 jours dans ce poteau noir, donc sans pouvoir en sortir, quoi. L'idée, c'est dès qu'on arrive dans le poteau noir, c'est direction plein sud pour en sortir le plus vite possible. Ouais, d'accord, ça a l'air assez costaud quand même comme épisode. Mais oui, mais c'est ce que je voyais. Alors le poteau noir, tu l'as dit, a priori, il s'en approche, ou en tout cas, Là, il y en a 4 ou 5 qui l'ont déjà passé, là. D'accord. Ouais, enfin, même je dirais la moitié de la flotte qui a passé le poteau noir, là. D'accord, donc là, ils descendent, et là, les choses sérieuses vont commencer après l'anticyclone de Sainte-Hélène, normalement, et l'entrée dans les 40e rugissants. Là, à la sortie du poteau noir, c'est plutôt clément. Ils ont donc les alizés qui les emmènent directement au Cap de Bonne-Espérance. Et après, on est dans les mers du Sud, et là, effectivement, ça se corse. Là, ça se corse. Oui, non, c'est vrai. J'ai vu des images dans les mers du Sud. Donc, quand tu arrives tu passes ce 40e parallèle, à ce moment-là, tu peux croiser des icebergs. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, c'est ça, des icebergs, ça peut être très dangereux. Dans les premières éditions, il n'y avait pas de ligne limite. C'est-à-dire que si on voulait s'approcher au plus proche des icebergs, on pouvait le faire. Donc c'était hyper dangereux. Et là, maintenant, la direction de course a imposé une ligne limite à ne pas dépasser, qui peut même changer pendant la course en fonction des données qu'ils ont du placement des icebergs pour qu'il n'y ait pas d'accident, quoi. Ok, alors justement à propos des icebergs, moi j'ai vu un terme que je connaissais pas, c'est le terme de growler. Est-ce que tu peux m'en dire plus ou quoi? Non, moi je connais pas ça, c'est quoi? Je me suis renseigné vite fait. Les growlers, a priori, c'est encore pire que des icebergs dans le sens où tu ne les vois pas. C'est-à-dire qu'ils sont trop petits pour être détectés par le capteur GPS, et ils sont pas suffisamment sortis de l'eau pour être visibles à l'œil nu avant le dernier moment. Ouais, c'est possible. Donc c'est probablement aussi pour ça, pour éviter les growlers. La partie immergée de l'iceberg. C'est ça, quoi. Donc c'est vraiment, ça a l'air vraiment difficile. Ça c'est le pire. En voilà leur pire accident, ce serait de taper ce qu'on appelle un OVNI, un objet flottant non identifié. Donc les icebergs, gros risque, mais ça peut être aussi je sais pas, des caisses, un cétacé, plein de choses, quoi. Mais c'est le problème qu'a eu Jérémy Bayou, parce que c'était un des favoris avec Alex Thompson. On va revenir après sur la course actuelle et sur les favoris et ton pronostic. Moi j'en ai un secret, je te le dis pas, je t'en parlerai plus tard. Mais a priori Jérémy Bayou, qui était un des favoris, tapé un OVNI à quelques jours après le départ. Il a été contraint de revenir en arrière parce que les dommages étaient trop importants. C'est ça, il est reparti il y a quelques jours de ça, hier je crois. Ça a endommagé son safran. Donc Jérémy Bayou, gros favori de la course, il était là pour gagner. Ça a endommagé son safran, il a eu d'autres dégâts. Et donc il a quand même décidé à ce moment-là, ils étaient sur un gros front, une grosse dépression. Il a quand même décidé de le passer et d'évaluer les dégâts derrière. Et là, il s'est dit que c'était pas possible, il est rentré. Et ils ont 10 jours pour repasser la ligne d'arrivée, donc c'est ce qu'il a fait. Son équipe technique a fait les travaux, donc c'est pas considéré comme une assistance à partir du moment où il repasse la ligne d'arrivée 10 jours après, quoi. D'accord. Ah oui, parce qu'on est d'accord, on le rappelle, la moindre assistance, le moindre arrêt dans un port, c'est la fin de l'aventure. C'est plus considéré comme homologué, on est hors course. Bien sûr, si on allume le moteur ou que effectivement quelqu'un touche le bateau, c'est terminé. Je trouve ça un peu rude quand même. Mais pour parler du bateau, justement, on arrive quand même sur des machines assez impressionnantes pour les moldus comme moi. Hein. On a sur 18 mètres de long, en tout cas sur les classes IMOCA. Alors, IMOCA, International Monohull Open Class Association, c'est l'organisme qui, depuis 1991, régule pour le compte de l'équité sportive, simplement, les monocoques qui concourent au Vendée Globe. Mais en tout cas, on est sur des mensurations impressionnantes. 18 mètres de long.
5,7 mètres de large, 18 mètres de haut quand on va tout en haut du mât. Et on a 4,5 mètres de tirant d'eau. Alors explique-moi le tirant d'eau, juste pour rappeler cette donnée-là. Tirant d'eau, c'est juste la distance entre... en fait, c'est toute la partie immergée du bateau. D'accord, entre le niveau de l'eau et le plus bas de la partie immergée du bateau. C'est ça. Ok, donc on a probablement une quille qui descend jusqu'à 4,5 mètres. Ouais, c'est ça, avec un gros lest. Okay. Mais cette catégorie, elle est top. C'est les IMOCA, ils donnent une longueur, une largeur, donc des limites de stabilité, mais c'est tout, il n'y a pas d'autres règles. Donc ça laisse une liberté énorme pour les architectes de bateaux. Donc c'est ça qui est hyper intéressant dans le Vendée Globe, c'est-à-dire que c'est une vraie prouesse architecturale. À chaque fois, c'est le meilleur enfin, c'est pas à chaque fois, mais le bateau le mieux conçu, c'est lui qui a le plus de chances de gagner, quoi. En tout cas, on voit des sacrés véhicules parce que du coup, notamment celui d'Alex Thompson, qui a priori, donc c'est le bateau Hugo Boss, je crois qu'il a été retravaillé en Angleterre sur un chantier en Angleterre, et là il a un aspect un peu particulier. Tu peux m'en dire plus? C'est un bateau qui est complètement fermé. C'est-à-dire que d'habitude, il y a un pont. Hein, le marin, il est à l'intérieur de son cockpit quand c'est la tempête, etc. Mais là, il a décidé de complètement fermer son bateau. Donc, il reste la plupart du temps à l'intérieur, dans son cockpit. Et il a juste une trappe ou deux trappes. Et il sort sur le pont que quand il a besoin, quoi. Mais d'après Alex Thompson, c'est le futur. Les conditions sont tellement catastrophiques dans les mers du Sud que pour lui, avec des bateaux qui vont à assez vitesse maintenant, il faut avoir un cockpit fermé. C'est le plus efficient. Donc on va voir. Il y a énormément de caméras sur ce bateau, il y a énormément de capteurs. Donc c'est vrai que depuis l'intérieur, il a l'air de tout pouvoir manager. Il est tous les jours sur YouTube, il poste une vidéo de quelques minutes. Je suis allé regarder ça. C'est assez impressionnant. Le bruit, à un moment donné, il inverse il coupe son capteur de son, en tout cas le capteur de bruit là, qui lui permet d'avoir un traitement audio correct. Pièce obligatoire maintenant. Dans une espèce de brouhaha incroyable, de trompes d'eau qui s'abattent sur le bateau. C'est impressionnant. Mais justement, Alex Thompson, lui, il est équipé de foils. Bien sûr. Il y a 4 ans, un de ses foils avait cassé à mi-course. Il avait quand même fini deuxième à quelques heures derrière Armel Lecléache. Ouais, c'est ça. Là, il file tout droit. Il a pris la tête de la course depuis 4 jours au moins déjà. Et franchement, ça fait partie des favoris peut-être les plus sûrs maintenant que Jérémy Béliou est un petit peu à la traîne. Ouais, c'est ça. Il fait vraiment partie des têtes de course. Mais en tout cas, son bateau est impressionnant. Ouais, il est impressionnant. Le skipper aussi impressionnant. C'est le skipper le plus expérimenté de la course avec Jean Le Cam, 5 participations. Donc il a tout pour gagner. S'il n'a pas de casse, a priori, il devrait, il a tout le potentiel de gagner. Mais il a 2 concurrents sérieux derrière lui qui vont pas le lâcher, quoi. Et surtout quelque chose qu'on a vu, on en a parlé rapidement au début de l'émission, mais on le comprend quand on voit le pourcentage de participants qui arrivent à finir la course. Il a fini 3e en 2012, 2e en 2016, mais il n'est pas à l'abri d'une casse ou d'un problème technique parce qu'il y a énormément de participants qui ne finissent pas, qui ne terminent pas les courses. Je crois que sur les 3 premières, on est à 46%, un peu moins de 47% de participants qui parviennent à finir la course. Ce pourcentage, il est bien sûr un peu plus élevé sur les 6 dernières éditions, mais ça reste quand même une course où tout peut arriver. Ah, bien sûr, c'est énorme. En plus, aujourd'hui, les bateaux, faut les faire les plus légers possibles. Donc forcément, si tu fais plus léger, tu fais des concessions sur la solidité et ça peut casser plus facilement. Hein. Comme on l'a vu là sur cette édition avec Jérémy Béliou, il a pu repartir. Mais pareil, avec Nicolas Troussel là, sur Corum l'Épargne, bateau neuf, il a tout simplement dématé. Il ne sait pas trop pourquoi. Le mât est complètement parti. Donc là, il est au moteur, à 4 nœuds, en train d'essayer de rejoindre le Cap Vert, quoi. J'ai vu qu'il avait abandonné, en effet, c'est le premier à avoir abandonné sur cette édition. Un des favoris aussi, hein. Enfin un des outsiders, quoi. Ce bateau, pour finir avec ça, il peut aller chercher des pointes à 35 nœuds. Ça correspond à peu près à 50 km/h, donc c'est quand même très, très, très important comme pointe de vitesse. Non, mais là encore, si tu veux, c'est vrai que c'est une course qui est fascinante, qui est impressionnante. La question que je me pose, c'est toi, tu es breton, peut-être forcément plus attiré ou concerné par l'océan que moi à la base ou que d'autres. Qu'est-ce qui te fascine, qu'est-ce qui t'intéresse quand tu regardes le Vendée Globe, qu'est-ce qui te touche? Ouais, c'est sûr. En Bretagne, moi j'ai toujours entendu parler de voile depuis que je suis tout petit. Et c'est vrai que la course au large, c'est quelque chose de fascinant.
Les types, là, en plus, en solitaire, ils partent tout seuls sur leur bateau, faire le tour du monde. Je pense pas qu'il y ait une épreuve sportive plus longue que le Vendée Globe. À mon avis, ça n'existe pas. Donc, c'est incroyable ce qu'ils font. Ils risquent leur vie, hein, on peut le dire. Ouais, Il y a quand même eu des morts. C'est incroyable. Enfin, et puis, je sais pas, ça m'a toujours fasciné de les voir partir, faire le tour du monde en solitaire, pas d'escale, pas d'assistance. C'est une préparation de dingue. En plus, 4 ans à préparer. En plus, là maintenant, sur les dernières éditions, il y a toutes les prouesses techniques des bateaux, les différents bateaux, qui va sortir, quel type de foiler. C'est vrai que c'est hyper intéressant, quoi. Ah non, mais c'est vrai que la technologie est de plus en plus. Enfin, elle a fait sa place hein, dans la course. Elle est présente. On a dit il y a beaucoup de capteurs, beaucoup de caméras. On a l'impression maintenant aujourd'hui d'être embarqué facilement tous les jours. On a une vidéo en direct. Ouais, bien sûr. C'est assez impressionnant. Alors qu'avant, en 1989, quand tu pars, tu pars vraiment dans l'inconnu et puis tu vois personne. C'est sûr. Ouais, il y avait beaucoup moins de technologie. Ils pouvaient même pas après appeler leurs proches sur les premières éditions. Enfin, ils parlaient sur une bande radio, je crois, qui était écoutée par tout le monde. Maintenant, ils ont Internet à bord. Ils peuvent envoyer toutes les vidéos. Donc, effectivement, là, c'est hyper ludique pour quelqu'un qui ne connaît pas la voile. Ils regardent tous les jours. C'est le Vendée Live, là, à 12h30 sur le site. Et tu as un résumé complet de la course, hyper bien fait, avec des vidéos des bateaux, des vidéos des skippers, parce que c'est des personnages généralement, comme Jean Le Cam par exemple, c'est un sacré personnage, c'est toujours marrant de voir ses vidéos. C'est clair. Donc c'est sûr qu'à suivre là, sur les dernières éditions, c'est hyper agréable, quoi. Des vidéos, du contenu. Voilà, c'est pas juste un point sur une carte, c'est leur ressenti, qu'est-ce qu'ils ont comme vraies conditions sur place. La stratégie que chacun adopte, c'est vraiment hyper intéressant du début à la fin, quoi. Alors tu parles de stratégie, certains sont là pour un objectif personnel, d'autres pour représenter leur sponsor, donner de la visibilité et aussi participer à une aventure magnifique. Mais par contre, il y en a certains qui n'ont qu'une seule idée en tête, c'est faire péter le record. Ouais, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Comme à chaque fois, parce que ce record, mis à part à la deuxième occurrence, donc c'était en 92 où le score, enfin en tout cas le record de 109 jours, 8 heures de Titouan Lamazou n'avait pas été battu parce que Alain Gauthier était arrivé au Sable d'Olonne avec 110 jours au compteur, 110 jours et 2 heures. Depuis donc 1996 et la 3e édition, le record est systématiquement battu. Ouais, donc je pense qu'ils ont aussi ça en tête, c'est impressionnant. Là l'idée, je crois qu'on était à 73 jours par c'est ça, 74 jours et 3 heures par Armel Lecléar. Ouais, c'est ça. Et du coup, on essaie de le faire en moins de 70. Ouais, c'est ça, c'est le but, toujours battre le record du monde, qui est déjà incroyable, 73 jours. Ouais, ils vont peut-être y arriver. Là, ils sont un petit peu en retard, mais ils ont eu des conditions difficiles au début. S'ils ont des conditions favorables derrière, ça va rouler, quoi. Ça devrait tomber le record. Écoute, non, mais ça a l'air génial. Alors moi, écoute, pour tout te dire, je me suis demandé qui pouvait être ton favori. J'ai une petite idée, mais tu vas me le dire toi-même. Non, là, dans les conditions actuelles, avant le départ, j'aurais peut-être pas dit ce nom parce qu'il avait moins de préparation que les autres, mais là c'est clairement Alex Thompson, il le prouve là qu'il est prêt sur son bateau, il va vite, il a peur de rien, il a pas peur d'aller en plein milieu de la dépression qui est passée en plein milieu de l'Atlantique pour gagner de la distance, donc voilà, lui il lève jamais le pied, donc s'il casse pas, je pense qu'il va gagner, Alex Thompson. Écoute, moi honnêtement, connaissant moins bien les coureurs et puis l'historique au global du Vendée Globe, j'aurais tendance à aller sur Alex Thompson aussi. Cependant, je dois te dire qu'à mon avis, il y en a un qui peut sortir son épingle du jeu. Il va coiffer tout le monde au poteau. Je suis au courant, je le sais. Je cite pas mes sources. Allez, si, je le dis. C'est toi. Je t'ai vu sur Virtual Regatta. J'imagine que tous les matins à 4h du mat, t'es devant, tu recalibres ton câble. Je sais pas ce que tu fais, mais en tout cas, t'es bien classé. Comment ça se passe? Ouais, je suis pas mal. Là, pour l'instant, je suis. Aujourd'hui, je suis 8 millième là. Bon, après, ça veut pas dire grand chose, mais 8 millième sur 800 000, donc c'est pas mal. Oh là là, mais monsieur, ne taperait pas un petit boulard là? Ouais, si. Sur la carte, ils mettent les bateaux en réel et Alex Thompson est large devant moi,
Donc ouais, je vais peut-être pas gagner le Vendée Globe quand même. Ouais, mais en tout cas, tu auras un supporter, un ou deux en fonction de comment ça se passe. Mais non, mais vraiment, Virtual Regatta, j'ai essayé, je suis allé voir, c'est un truc qui déchaîne les passions aussi. C'est top. Avec les réseaux sociaux, ça prend des proportions. 800 000, on est 800 000 là, je crois, plus de 800 000 participants. C'est impressionnant. Dont certains de mes potes, mais ils sont derrière moi, donc tout va bien. Tout va bien, ils sont derrière, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, mais c'est pas la peine. Les gars, vous ne verrez que l'arrière du bateau de Romain. Regardez bien le marquage GPS parce que vous verrez rien de plus. Je les attends au Sable d'Olonne, tranquille, au bar. Ça c'est dit. Mais, écoute, du coup, moi, s'il y a une dernière chose que je dois dire, parce que là aussi, avant de faire cette émission, avant de faire cet entretien, je me suis un petit peu renseigné, je suis allé voir à droite à gauche où je pouvais aller piocher des infos. Et il se trouve que vendeglobe.org est quand même un site qui est hyper bien foutu. Il y a des volets de cartographie, de classement, de statistiques en tout genre concernant les coureurs, leurs bateaux, les historiques des courses précédentes. Il y a des choses incroyables à voir sur ce site. Bon, il y a un truc qui est fou. En cartographie, je sais pas combien tu as d'onglets, d'options que tu peux déplier pour justement voir. Et un truc qui est fou, c'est les vents. Les fluctuations des vents et des courants. Tu vois, un truc de malade. C'est hyper bien modélisé avec des données GPS très régulières, je crois tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures. Ouais, c'est ça. C'est vraiment bluffant. Hein. Ouais, il est top, il est super. Le site de la cartographie, là, maintenant, c'est hyper ludique de suivre le Vendée Globe, comme on le disait tout à l'heure. On peut même un peu calculer la trajectoire que nous, on aurait fait en modifiant les vents, en regardant les vents qu'il va y avoir, les prévisions qu'il va y avoir dans une semaine, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que c'est hyper intéressant, c'est vraiment top. Et on comprend pourquoi les skippers passent par tel ou tel chemin avec cette cartographie. Bah écoute, Romain, je pense pas qu'on fera de nouvelles émissions sur le Vendée Globe. En tout cas, on va leur souhaiter bon vent. Ouais. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir qu'on puisse se retrouver au téléphone pour pouvoir discuter ensemble du Vendée Globe, avoir ton ressenti, m'appuyer sur ta connaissance, parce qu'il faut quand même aller chercher auprès du Breton un maximum d'informations. Toujours. Le Breton est volontaire, il est généreux, il donne, il transmet. Donc je me sers de ça et je suis très content que tu sois venu, en tout cas, participer à cet échange. Merci beaucoup, c'était un plaisir. J'espère qu'on a élargi ta surface, parce que là, grosse surface. Là, ouais, je pense qu'il y a de quoi bosser. À mon avis, on va se retrouver dans pas longtemps. Tu vas me parler de ton sport, toi. Ah ouais? Quel sport? J'en ai plusieurs. Oh là là, alerte spoiler, je pense qu'il y a de quoi travailler. Tu vas me donner du boulot, ça c'est bien. Écoute Romain, je te remercie encore et à très bientôt du coup sur le Renard des Surfaces. Merci, à bientôt. Ciao. Salut. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et puis, je crois qu'on a une page Instagram, Le Renard des Surfaces Podcast. Il faut absolument s'abonner. On y va, on clique. En attendant, merci de nous avoir écoutés et à très vite.